Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette séance BIM en exploitation, donc avec Nantes Métropole Habitat, avec Édouard Maison. Bonjour, je suis Gersande Nagy de Building Smart France Media Construct. Nous sommes une association pour la promotion de l'Open BIM sur l'ensemble du territoire. Et donc, on est ravis de participer à cette conférence dans le cadre du partenariat qu'on a avec Novabuild, qui est notre partenaire régional. Donc, vous pouvez aller retrouver au stand juste à côté. L'objectif de cette séance est effectivement de vous proposer une présentation d'une démarche d'intégration BIM au sein des activités d'un bailleur social, donc Nantes Métropole Habitat. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, les bailleurs sociaux sont précurseurs sur l'intégration du BIM dans leurs activités. Il y a des études de l'USH qui effectivement en parlent et y font référence. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les bailleurs sociaux doivent répondre à une multiplication des contraintes réglementaires et constructives, et le BIM y aide, on pourra le voir, et qu'effectivement, ils ont assez vite perçu les gains qu'ils pouvaient en retirer. Donc, de même, dans une étude de l'USH, à un moment, ils se sont aperçus que la méconnaissance du patrimoine amenait à tondre les parkings, ce qui est un peu dommage, que les maîtrises sont commandées 20 fois sur un cycle de vie. Donc, en termes de coûts, on voit ce que ça peut représenter, et qu'il y a effectivement un manque de récupération d'informations, par exemple, pour estimer les biens ou les vendre. Donc, on voit à quel point le BIM, dans le sens de l'information d'une base de données, est importante. Et on peut s'apercevoir que les marchés publics, aujourd'hui, en demande en BIM, sont en explosion. On l'a vu ce matin sur l'autre conférence de BIM Exploitation, où depuis 2017, il y a une très forte demande sur des marchés sur la partie exploitation. Mais en partie construction, depuis le 2014, il y a une forte demande au niveau des marchés publics, avec une explosion en 2016 qui place la France devant les autres pays européens en comparaison des marchés d'appel d'offres publics au joug. Par contre, il faut faire attention, c'est-à-dire que dans un marché public, et c'est là où ce sera intéressant de voir effectivement au travers des exemples que nous présentera Édouard Maison, c'est qu'est-ce qu'on demande en BIM, c'est quoi les objectifs, et que ce ne soit pas la tarte à la crème, genre je veux du BIM, et qu'est-ce qu'on met derrière. Toujours cette problématique d'objectifs, d'usage, dont on parlait déjà ce matin, c'est-à-dire la finalité, qu'est-ce que je veux en faire. Quel est le contexte aujourd'hui du BIM ? On est dans un marché qui est encore en développement, et notamment sur la partie exploitation. Au niveau des acteurs, 80% déclaraient dans une étude du PTNB qu'ils méconnaissaient encore le BIM et que 65% n'utilisaient pas encore. Donc on est clairement aussi dans un rôle de la maîtrise d'ouvrage d'amorcer cette démarche avec les acteurs et les différents intervenants d'une opération, sachant qu'il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas dans le code de marché public un article qui dit j'exige de demander un marché en BIM. C'est incitatif. Il y a une directive européenne qui est passée en 2014, qui a été transposée en France, et il ne parle pas d'obligation. Ça a été redit ce matin par Benoît Senior d'ADN Construction dans le cadre de BIM 2022. Les obligations ne sont pas dans l'ordre de marche de l'État. Ils se voient plus des actions d'incitation, d'où le rôle important de la maîtrise d'ouvrage en termes de commandes publiques et de commandes au niveau de la construction, mais aussi de l'exploitation. Et c'est bien ça dont il est important de parler, c'est cette continuité numérique entre le BIM construction et le BIM exploitation, pour éviter qu'on se retrouve avec deux mondes contigus et séparés, et qu'on ait bien cette transmission d'informations, avec des notions d'interopérabilité, mais je pense que, Monsieur Maison, vous allez pouvoir nous en dire un peu plus. Merci à tous. Bonjour à tous. Bon, déjà, merci à l'ensemble des intervenants de me permettre d'évoquer et de présenter la démarche qui a été initiée par Nantes Métropole Habitat. Donc, je me présente, je m'appelle Édouard Maison, je suis monteur d'opération au sein du service construction neuve de l'office HLM, donc Nantes Métropole Habitat. J'ai également, je fais de la construction neuve actuellement, mais j'ai également travaillé sur des projets de réhabilitation par le passé au sein de l'office, et aujourd'hui je me fais en fait la voix de l'office par rapport à sa démarche BIM, et je suis amené en parallèle à mon travail de développement sur les projets de construction neuve à développer la démarche BIM au sein de l'office, donc qui part des services qu'ils soient réhabilitation ou construction, et qui vont jusqu'à le service informatique pour faire large, jusqu'à l'agence de proximité qui est à même de gérer en fait le patrimoine sur les territoires.
Donc, pour être assez bref, Nantes Métropole Habitat, aujourd'hui, c'est 25 000 logements répartis principalement sur la ville de Nantes. Aujourd'hui, on s'ouvre à la métropole, donc à l'agglomération nantaise. Ça représente un peu plus de 47 000 locataires, soit un peu plus un Nantais sur 6 est locataire de Nantes Métropole Habitat. C'est 600 collaborateurs qui travaillent quotidiennement à la satisfaction de nos locataires sur les terrains. On a également une régie en interne, donc on a fait le choix à une certaine époque de conserver notre régie d'entretien des espaces verts. Donc aujourd'hui, ça représente 600 collaborateurs répartis en 7 agences de proximité qui sont principalement dans les grands quartiers d'habitat urbain, Malakoff, Bellevue, Nantes, etc., que la métropole a. Et on travaille également avec 350 collaborateurs de terrain qui sont directement au service du locataire. Donc j'y reviendrai un petit peu plus dans la présentation, mais pour un maître d'ouvrage tel que Nantes Métropole Habitat, le BIM est axé principalement sur cette notion de service, sur cette notion d'optimisation en fait, de la qualité de la gestion de notre produit locatif et donc de notre patrimoine. J'évoquerai en fait également la partie construction, construction ou réhabilitation, puisque les enjeux sont à peu près communs. Mais voilà, toute notre organisation de la démarche BIM est organisée autour de cette notion patrimoniale qui est notre principal métier. Et c'est comme ça qu'on conçoit cette démarche du BIM. Alors pour nous, le BIM, c'est pas l'outil numérique, c'est pas la maquette en tant que telle, c'est vraiment une démarche autour de toutes les interventions de la phase chantier. Donc je vais pas forcément rentrer dans le détail de ce qu'est le BIM, puisqu'il doit y avoir un certain nombre de professionnels dans la salle. Mais voilà, l'objectif pour nous, c'était de travailler sur notre appréhension de la démarche et de la proposer donc aux différents interlocuteurs avec lesquels on est amené à travailler, que ce soit les entreprises contractants en général ou les entreprises classiques, les maîtres d'œuvre, les bureaux d'études, nos contrôleurs techniques, nos coordinateurs sécurité et également l'ensemble des services de l'office. Donc pour nous, c'est vraiment une méthodologie de travail. Le BIM pour nous est une méthodologie de travail dans laquelle on a initié un cahier des charges. Pour revenir un petit peu à l'historique du BIM au sein de l'Office, la première démarche BIM elle a été initiée en 2012. En 2012, on avait engagé un programme de réhabilitation qui s'appelait le Building Watteau, qui est en fait notre plus grand linéaire d'habitat au sein d'un grand quartier, donc le quartier des Dervalières. On a travaillé avec une équipe de maîtrise d'œuvre qui était sur la partie diagnostic, qui était assez à la pointe de la démarche BIM, et on a initié un premier projet autour de la maquette numérique, c'est-à-dire qu'on a fait un diagnostic de l'existant qui avait comme pour objectif de recréer en fait le linéaire autour d'une maquette et de simuler des scénarios de réhabilitation autour de cette maquette-là. Donc on est passé par un diagnostic technique complété avec des métrés, des relevés avec un laser, donc c'était Faro à l'époque, et on a travaillé ce projet-là autour de ça. Le programme de travaux a été présenté également à nos locataires de façon interactive lors des phases de consultation par rapport à la maquette numérique, avec différents scénarios de restructuration, d'intervention sur l'existant. Donc c'était notre premier projet. L'erreur qui a été faite à l'époque, puisque je reviendrai sur en fait l'avis critique que j'ai de la démarche BIM, c'est qu'on n'avait pas de cahier des charges, c'est-à-dire qu'on avait initié en fait la partie, on avait voulu faire du BIM sans avoir structuré en fait notre besoin. Notre besoin, c'est quels étaient l'objectif sur la gestion patrimoniale. On a utilisé en fait la partie BIM uniquement sur une modélisation 3D en fait de nos ambitions programmatiques. Donc c'était une première initiative qui a été menée dans ce cadre-là et qui est arrivée en phase d'étude avec un lauréat. Donc pour le coup, c'était une entreprise, un projet de conception-réalisation, puisque on
on pourra en débattre, mais nous, on croit fortement à la démarche BIM dans le cadre de conception-réalisation. On pourra y revenir. Pourquoi on a des appréhensions à travailler en lots séparés sur le sujet. Donc un projet en conception-réalisation, sauf qu'une fois en études et une fois en travaux, l'entreprise générale, donc le contractant général, en l'occurrence Bouygues, n'avait pas notre cahier des charges, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il devait décrire, où est-ce qu'il devait aller. Nous n'avions pas du tout structuré notre approche par rapport au sujet. Donc c'était un peu une première approche du projet qui a été livrée en 2015 et qui nous a permis en fait d'essuyer un certain nombre de plâtres. En 2014, il y avait l'impulsion de l'État vers une transition numérique, donc c'était une première approche, et on a engagé du coup suite aux premières approches également avec le Building Watteau, notre premier audit. On a sollicité un acteur national, BIM Manager, qui a été amené à nous acculturer en fait à ce qu'était le BIM et qui nous a permis avec nos services informatiques de faire en fait un audit global de quels étaient les composants, comment les déclarer, quelles étaient les exigences à avoir dans notre cahier des charges en fonction des phases, en fonction de l'avancement des lots, donc en fait la nature, enfin l'avancée de la description des composants en fonction des différentes phases de la loi MOP. Et donc ça nous a permis en fait d'établir un premier cahier des charges qui a été diffusé dans le cadre des premiers projets de conception-réalisation engagés autour de cette démarche. Donc le cahier des charges était extrêmement important, c'est qu'au-delà de décrire les éléments techniques que nous aurons besoin par rapport en fait, à l'application en termes de gestion patrimoniale, ça nous a permis également de structurer la démarche, d'appréhender également sur la partie juridique et contractuelle les enjeux de la démarche BIM et également de nous acculturer pour pouvoir échanger en fait, avec les groupements de conception-réalisation sur ce qu'était le BIM. Dans un premier temps, on a été amené à travailler avec cet AMO sur les premiers projets et assez rapidement on a volé un petit peu de nos propres ailes. Donc on a eu un engagement quasiment de 5 ou 6 projets en conception-réalisation autour de ce cahier des charges-là qui ont été engagés aux alentours de 2015-2016. Et qui aujourd'hui sont plutôt sur des phases travaux et donc avec des premiers DO numériques réceptionnés plutôt à l'horizon de 2020, début 2020. 2016, on a également récupéré les premières maquettes numériques à l'échelle de DOE qui n'étaient pas initiées par rapport à nos cahiers des charges et du coup on en a également pu en faire une analyse croisée avec nos services informatiques puisqu'on a récupéré en fait soit d'initiatives de maîtres d'œuvre ou d'initiatives également d'entreprises qui travaillaient eux en interne autour d'une démarche BIM et on a pu faire le comparatif de ces éléments-là qui nous étaient donnés entre guillemets gratuitement et de les comparer à nos besoins. Et il s'avérait qu'il y avait une matière extrêmement importante et extrêmement riche à exploiter, mais qui n'étant pas déclarée convenablement pour les systèmes d'information de l'Office et notamment nos systèmes de gestion de patrimoine assisté par ordinateur, on s'est retrouvé en fait à mettre toutes ces maquettes-là sur des GED et aujourd'hui à ne pas pouvoir les exploiter. Je vais pas revenir forcément sur l'appréhension de l'importance de la gestion de patrimoine par rapport à la vie du bâtiment. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'évoquais l'importance pour nous de travailler la démarche BIM avec toujours cet objectif de maintenance et d'exploitation. Le BIM, voilà, on va dire, c'est 70 à 90 ans pour nous, 70 à 90 ans, c'est l'exploitation du bâtiment, quand aujourd'hui, une opération, elle se déroule sur 4 ans avec une phase effective, on va dire, liée à la démarche BIM. On va aller 2 ans et demi à 3 ans et 4 ans d'opération globale. Donc voilà pourquoi, pour l'Office, la démarche orientée vers la gestion patrimoniale était importante. Alors là, je vous présente, en fait, donc là, c'est un aperçu d'écran
autour d'un projet. Donc c'est un projet de 120 logements initié sur l'île de Nantes, initié par Nantes Métropole Habitat en conceptualisation avec un architecte libanais qui s'appelle Youssef Tomer Architecte, avec un relais nantais The Architect et l'entreprise Sogea. Sur ce projet-là, donc a été complètement monté autour de la démarche BIM, donc en phase étude et également sur la phase chantier. Et on a pris le parti, en tout cas pour l'office, de travailler uniquement sur la gestion des IFC. Pourquoi on a pris ce parti-là? Dans un premier temps, avec notre manque d'appréhension en fait, de ce qu'était le BIM et ce qu'était la maquette numérique, on demandait également les natifs. On a aussi bêtement acheté, enfin bêtement, il fallait passer par là, mais des licences Revit pour pouvoir le lire. Mais aujourd'hui, clairement, un monteur d'opération n'est pas formé à la tâche. Ce n'est pas mon métier. Je ne suis pas en capacité de passer autant de temps qu'une équipe de maîtrise d'œuvre, qu'un bureau d'études à me sensibiliser à l'outil. J'ai pas forcément aussi le besoin et j'exploiterai certainement 2 à 3% de la capacité de cet outil-là. Donc aujourd'hui, nous, on exige de travailler sur la transmission de l'information via l'IFC, aussi incomplet soit-il, mais entre guillemets, aujourd'hui, c'est l'outil qui permet une certaine interopérabilité entre les différents acteurs, qui soient contrôleurs techniques, avec différents outils, avec différents outils numériques que chacun peut avoir, et également aussi pour nous avec des licences clairement d'exploitation et un outil qui est quand même adapté au positionnement d'un maître d'ouvrage. Donc là, en l'occurrence, on travaille sur Tekla. On utilise, pour rentrer un peu dans le détail, mais différents outils, puisque en viewer gratuit, donc les viewers qui permettent de lire les maquettes IFC, on utilise Tekla notamment sur l'appréhension numérique, le croisement et l'analyse des maquettes, le reporting des informations par rapport à ces transferts et de communication entre les différents acteurs, entreprises, maîtres d'ouvrage, bureaux d'études, bureaux de contrôle. Mais on utilise également d'autres logiciels tels que Solibri qui nous permettent de récupérer l'information qui permettent en fait de récupérer toute l'information de données, de quantitatifs, de façon un peu plus précise et un peu plus exhaustive que pourrait le faire Tekla. Donc aujourd'hui, nous, l'IFC, on a pris ce parti-là en l'utilisant avec différents outils numériques en lecture et en tirant profit en fait, de chacun de ces outils numériques par rapport à son appréhension. Sur comment nous on déroule la partie de projet en BIM. Aujourd'hui, j'évoquais qu'on travaillait principalement sur la démarche de conceptualisation. Pourquoi? Parce qu'on est persuadé qu'en conceptualisation, c'est là où on tire la quintessence entre guillemets de la démarche BIM. Tous les acteurs sont là depuis le démarrage du projet. L'objectif du projet, c'est de sortir un projet de qualité technique, financier, dans les délais qui ont été imposés par la maîtrise d'ouvrage. On a également l'entreprise générale qui va travailler sur la partie chantier, et on a des acteurs aussi qui ont également des capacités financières, des capacités humaines à pouvoir porter ce type de démarche-là. Clairement, aujourd'hui, on a également lancé un projet en loi MOB classique autour de la démarche BIM, et la phase d'appel d'offres est très très complexe à appréhender. Le marché est également complexe actuellement, les prix sont ceux qu'ils sont. Les entreprises, pour prendre un exemple, un plaquiste aujourd'hui en appel d'offres, jusqu'à 60 logements, 70 logements, vous avez souvent un chargé d'affaires qui arrive avec un plan qui est surligné. Avec des différentes de couleurs sur les cloisons, et c'est la réalité c'est la réalité de l'entreprise. Donc aujourd'hui, nous on a pris l'initiative de travailler tous les projets de conceptualisation autour de la démarche BIM, parce que les acteurs qu'on a en face sont souvent des entreprises, des PME++ ou des entreprises générales qui sont structurées autour de ce type de démarche-là. Les architectes sont de plus en plus à même à pouvoir initier la démarche autour de la démarche BIM, mais c'est plutôt la phase de chantier où aujourd'hui, on pourra en débattre, parce qu'il peut y avoir des appréhensions différentes, qui nous paraît un peu plus complexe à appréhender. Donc pour revenir sur la diapo, là c'est un aperçu de ce qu'on a vu, ce qu'on voyait dès la phase APD, puisque l'Office n'a pas souhaité engager les phases concours autour d'une maquette numérique ou autour d'une démarche BIM. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'en phase concours, les groupements n'ont pas forcément des habitudes de travail communes, que le BIM nécessite une méthodologie et une organisation
qui est différente d'un rendu concours loi MOB classique, et que dans les délais que nous imposons par rapport à nos remises de phase concours, c'est pas forcément opportun d'imposer la maquette numérique ou un rendu autour de la maquette numérique, encore plus par rapport à ce qu'on pourrait utiliser sur 5 projets amenés à concourir. Voilà, l'objectif pour nous n'est pas forcément lié au BIM. Donc là, c'est une maquette qui était rendue en phase chantier, mais en phase APD, elle était quasi identique, à la différence près que ici, vous voyez, on impose, nous, dans nos cahiers des charges, à minima, en phase étude, trois maquettes distinctes. En tout cas, une maquette fluide liée en fait, à l'ensemble des lots fluides, une maquette liée à l'ensemble des lots ou des éléments liés à la structure, et une maquette archi. Et cette maquette-là vient s'incrémenter de différentes maquettes autres en phase chantier. Donc on est plutôt sur une maquette de niveau, on va dire 2+, par rapport à l'interopérabilité qu'on peut avoir avec les entrepreneurs, mais on n'est pas sur un niveau 3 avec une seule maquette qui est aujourd'hui. Mais on est quand même sur un niveau d'échange, puisque là vous revoyez des requêtes ou des remarques qui sont liées à la maîtrise d'ouvrage, mais également des requêtes, là on ne le voit pas forcément, mais il y a 45 autres remarques qui sont liées au coordinateur BIM, liées à la structure, liées au contrôleur technique, etc. Cette maquette-là, au-delà de la démarche en fait de compréhension, on va dire, de la partie composante, puisque on retrouve également un certain nombre d'éléments et de composants, permet également, pour être clair, là on pourrait passer au-delà du BIM, mais on revient à travailler sur du numérique. Ça permet également pour nous d'avoir un outil de communication. Ce n'est pas la démarche initiale du BIM, ce n'est pas l'objectif principal, mais il est clair que pour nous, ça a aussi facilité la compréhension de certaines équipes. Aujourd'hui, les montants d'opération qui sont en charge du pilotage de projet sont habitués à lire des plans 2D, à lire des façades, à lire des coupes, à appréhender des volumétries qui sont distinctes, avec des soffites, avec des sujets techniques qui sont leur quotidien. Aujourd'hui, quand nous, on va présenter à nos preneurs, puisque également aujourd'hui, on a de plus en plus d'opérations complexes, présenter des façades, des coupes, on a besoin de pédagogie, on a besoin aussi de permettre à des gens qui font du one-shot, qui arrivent, par exemple, on fait de plus en plus de crèches, on fait de plus en plus d'EHPAD, on fait de plus en plus de bibliothèques associées avec des programmes complexes de logement, avec des locaux d'activité. Souvent, on se retrouve avec des interlocuteurs, des directrices de crèches, des directrices d'EHPAD, d'autres intervenants qui ne sont pas forcément liés au bâti, et la maquette numérique nous permet facilement de familiariser ces gens-là avec le futur rendu. Donc ça, c'est également un atout pour nous en tant que maître d'ouvrage. Donc là, l'objectif de cette diapo, alors vous ne le verrez pas forcément, je voulais commencer à initier en fait, et vous présenter différents points. Par exemple, nous, toutes les remarques qui sont ici sont soit des remarques d'un interlocuteur sur la maquette numérique, et l'outil IFC, l'outil Tecla, nous permet de comprendre les remarques, de comprendre et de retrouver l'ensemble des remarques des uns et des autres. Ça nous permet également, dès les phases études, puisque nous, on demande un certain nombre d'informations au niveau des LOD à rentrer au fur et à mesure de l'avancement du projet pour aller vers le DO numérique qui doit être exhaustif, complet et définitif. On commence à appréhender un certain nombre d'informations liées au bâti. Alors là, nous, ce que j'appelle en fait la localisation géographique, c'est-à-dire le numéro de la cage, le numéro du bâtiment, le numéro du logement, la définition de la chambre, d'un cellier, etc., etc. Et on décompose, et du coup, ça nous permet de travailler sur ça. Globalement, sur une démarche, dans le cadre d'un montage BIM, nous, en phase étude, en tout cas, c'est notre partie pris au sein de l'office, on a un premier temps d'analyse des maquettes plutôt organisé sur la cartographie des composants. Au-delà en faisant fi de mon métier habituel, c'est-à-dire l'analyse technique, il y a toute une partie d'accompagnement sur la bonne localisation des composants en vue du DO numérique. Toujours avec cette ambition-là de je suis exploitant, j'ai besoin de récupérer rapidement l'information, de la retrouver et de pouvoir l'exploiter. Donc il y a toute une partie d'accompagner nos groupements à la compréhension de notre numérotation, de notre façon de faire, de codification, et d'avancer avec eux.
Et puis il y a une seconde partie où on rentre à chaque fois dans les composants et on décline chaque composant en fonction de notre cahier des charges, à savoir est-ce qu'un mur en parpaing, quelles informations je vais avoir besoin, comment dire, son degré d'absorption acoustique si on travaille sur des cloisons ou des plafonds, la nature des menuiseries, leur composition, etc., etc. Et ça, c'est tout au fur et à mesure du développement du projet où on accompagne les équipes sur ce sujet-là. Un rapide aperçu, ça nous permet également, alors sans faire d'en rentrer dans la synthèse ou dans les éléments, je parlais d'opérations complexes. Il est clair que la synthèse est une mission contractuelle de la loi MOP et est une mission qui est dévolue à une entreprise ou à un bureau d'études en phase chantier, mais il est clair que nous, on y voit aussi un intérêt, c'est que c'est du gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'en phase conception, alors on peut parler de la conceptualisation, mais on peut parler d'une conception en loi MOP classique, le fait de travailler, alors là c'est plutôt travailler en 3D, mais également travailler sur une démarche BIM, un certain nombre d'erreurs qui sont identifiées en phase chantier, qui amènent des discussions, qui polluent les échanges entre entreprises, maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage sur des réflexions d'avenant. Alors là, je présente des éléments sur la partie fluide, mais on peut développer cette approche-là autour, par exemple, du terrassement, la quantification des volumes de terre polluée. On peut décliner en fait cette appréhension de la 3D et de l'information sur un certain nombre de points et qui renforce en fait, je pense clairement la phase étude et qui renforce du coup la qualité du projet et du coup pour nous le respect des délais et le respect de l'enveloppe qui a été allouée au projet. Donc là, ce sont des éléments annexes et qui aujourd'hui, on estime ne pas payer en plus puisque c'est la démarche BIM, la méthodologie qui apporte en fait ce gain de qualité supplémentaire qu'on devrait et nous on achèterait dans le cadre d'une loi MOP classique, mais la réalité pour tous ceux qui ont fait du chantier, c'est qu'on se retrouve toujours à peu près avec les mêmes débats en phase chantier. Et en phase de chiffrage et d'appel d'offres. On maîtrise également mieux les quantitatifs, c'est que quand on engage un appel d'offres, les quantitatifs sont extraits de la maquette, donc encore plus précis. Les maîtres, l'économiste s'y retrouvent. Et également, nos ajustements de programmation sont également rendus de façon un peu plus aisée. Également, cette diapo-là, cet aperçu-là, ça permet de vous remontrer aussi ce que je vous montrais sur la diapo précédente, en fait, le côté échange et interopérabilité entre les différents acteurs. Je parlais également j'ai beaucoup parlé de l'objectif vers la gestion patrimoniale. Notre gestion patrimoniale, je présentais donc Nantes Métropole Habitat, 25 000 logements. Elle a été établie, Nantes Habitat a maintenant 102 ans. À une certaine époque, on a commencé à numériser notre parc de logements. C'est-à-dire que tous les baux des locataires, l'information de surface, toute la vie d'un office HLM est gérée par un assistant, par un ordinateur. Aujourd'hui, nous, on travaille pas avec Habila que certains peuvent connaître, on travaille avec Aaron, avec Portalimo, c'est un autre outil. Et aujourd'hui, l'office n'a pas le choix, en fait. Nous avons nos 25 000 logements, tous nos composants, tous nos locataires, nos 47 000 locataires sont référencés dans un seul et unique outil. Donc aujourd'hui, l'outil, la démarche BIM doit s'articuler, doit en fait nous permettre de récupérer toute l'information qui est enrichie dans les maquettes, que nous on va récupérer dans le DO numérique, doit pouvoir être en fait transposé dans cet outil de gestion de patrimoine assisté par ordinateur. Cet outil-là, en fait, aujourd'hui, nous fait notre projection d'intervention, ce qu'on appelle les PSP ou nos PPM, en fonction de la nature des interventions. Et tout ça est extrait sur des périodes de 10, 15, 20 ans. Et on appuie globalement, pour faire un raccourci, on appuie sur une touche et on a des premières estimations de l'importance de l'intervention financière qu'on a apportée durant une période donnée. Et du coup, cet outil-là est le cœur en fait, de la gestion d'un office HLM. Donc aujourd'hui, pour nous, le lien est à faire entre la démarche BIM et le DO numérique et cet outil-là. Donc,
tout notre cahier des charges a été établi sur cet outil-là et sur la cartographie, sur les composants qui étaient souhaités, puisque tous les composants que nous imposons à nos groupements sont les composants qu'aujourd'hui nous récupérons dans les DOE, et au sein de l'Office, un collaborateur reprend les DOE ou reprend le CCDP et renseigne en fait l'outil bêtement à la main, l'outil d'exploitation, pour qu'on retrouve les informations. Cet outil-là va jusqu'à la tablette lors des états de lieux entrants, et ça permet d'établir avec le locataire entrant l'état, la surface, quand on fait des entretiens de la maintenance. Donc voilà, donc nous, l'outil BIM, la démarche BIM, elle passe par la maquette numérique, mais la démarche BIM, elle passe également par la gestion de cet outil. Donc l'intérêt, en fait, je l'ai un petit peu développé tout au cours de la prise de parole, c'est développer l'interopérabilité depuis la construction vers la gestion de l'ouvrage, c'est améliorer la qualité de nos productions ou lutter contre la non-qualité. C'est enrichir nos données patrimoniales, notamment pour les interventions ultérieures. Aujourd'hui, on est plutôt sur je le présenterai, mais sur une démarche où on enrichit notre logiciel de gestion de patrimoine assisté par ordinateur. Mais la prochaine étape pour nous, c'est de savoir comment un collaborateur, quand il intervient sur une maintenance d'un évier, il fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'en intervenant sur l'évier, qu'il change, comment il peut réinvestir en fait la maquette numérique ou le DO numérique qui a été remis et le mettre à jour. C'est abaisser nos coûts de construction. Alors aujourd'hui, le quantifier, c'est complexe, mais on est persuadé qu'aujourd'hui, la démarche BIM qu'on initie, c'est pas forcément avec un objectif à 6 mois, à 4 ans, à 5 ans. On est sur une démarche à une dizaine d'années. Aujourd'hui, on est persuadé au sein de Nantes Métropole Habitat que toutes les maquettes qu'on a pu même récupérer et qui n'étaient pas établies par rapport à notre cahier des charges nous ont permis d'enrichir notre savoir-faire. Aujourd'hui, on est persuadé que la démarche BIM au sens large est une démarche qui sera courante à une dizaine d'années. Donc voilà, aujourd'hui, on entre dans cette démarche-là et on est persuadé qu'il y a un gain, qui soit sur la limitation de la non-qualité ou qui soit également sur une meilleure appréciation en fait, de la qualité des programmes de construction via des requêtes. On pourrait automatiser toutes nos phases d'analyse en rentrant dans nos viewers la surface vitrée sur le linéaire, et au lieu que nous, on vienne cutcher ou qu'on vienne faire des contrôles de surface via les DWG, des requêtes initiées via des viewers nous permettraient de gagner énormément de temps et gagner en qualité. Et du coup, également en correction des programmes avec les maîtres d'œuvre et du coup de parfaire nos coûts de construction. C'est également améliorer la communication autour des projets. Donc c'est assez, j'ai envie de dire, c'est le cœur même de la démarche BIM. Et c'est engager également certains groupements vers des performances liées à l'énergie, hein, puisque ça a été présenté lors des différentes thématiques préalables. Voilà, l'outil informatique permet de décupler en fait la capacité des analyses, etc., etc. Et c'est également faciliter la reproductibilité et moins de prototypes. Donc là, j'évoquais également, je suis allé un peu trop vite. Aujourd'hui, c'est de la maquette numérique vers le logiciel de gestion de projet assisté par ordinateur. Et aujourd'hui, nous, là où on maîtrise, j'ai envie de dire, l'information, c'est dans le sens de la maquette numérique vers le contrat de location, vers la gestion patrimoniale. Mais aujourd'hui, on a encore des difficultés de pouvoir faire on n'a pas encore trouvé l'outil ou la méthodologie pour travailler dans le sens inverse. Donc gérer son patrimoine sous un format linéaire, faciliter la gestion et la carte vitale donc, du bâtiment, disposer de plus d'informations, limiter la perte d'informations. Donc j'en ai un petit peu parlé tout au long de la présentation. Si je peux faire une analyse critique en fait, et de la complexité de la démarche, parce qu'aujourd'hui le BIM est une belle initiative, mais aujourd'hui c'est quand même assez complexe. Aujourd'hui il n'y a aucune norme, aucune méthodologie, aucune certification, peu de réglementation, voire pas de réglementation mise en œuvre. Et aujourd'hui, on est quand même à un projet unique, une méthodologie en fait de travail un peu distincte. Et aujourd'hui, même on pourrait balayer au sein de l'Office. Aujourd'hui, nous, on impose dans notre cahier des charges une codification des composants qui n'est pas forcément la même codification qu'un bailleur nantais ou un autre bailleur. Et du coup, à chaque fois, le BIM manager, l'entreprise, le maître d'œuvre est
amenés à recodifier. Alors aujourd'hui, il y a des méthodologies qui leur permettent d'accélérer, mais aujourd'hui, voilà, il y a toute une inertie qui est un temps qui est perdu dans le développement de projet pour bien comprendre les codifications et l'organisation du projet. C'est une nouvelle approche également. Donc, nous, on a été extrêmement étonnés lors des premiers projets qui ont été engagés. C'est de la sensibilité des groupements avec lesquels qu'on travaille, que ce soit les entreprises ou les architectes, sur le côté contractuel. Ça fait peur. Aujourd'hui, l'Office, quand on est un acteur tel que l'Office, notre métropole Habitat, et qu'on rencontre différentes équipes, qu'elles soient des petites équipes ou des grosses équipes, le côté juridique et jusqu'où on peut aller, etc., fait énormément peur et freine énormément le dialogue dans un premier temps. Globalement, quand on fait, en termes de management d'opération, on organise toujours une première réunion où on rebalaye notre cahier des charges, on fait beaucoup de pédagogie pour comprendre là où on veut aller et faire comprendre aux équipes qu'on n'a pas forcément la science infuse, que notre cahier des charges, il existe, il est certes contractuel, mais qu'on avance également avec les équipes. Et aujourd'hui, je pense que c'est un point où notre cahier des charges, il est à revoir. On est en cours d'audit sur ce cahier des charges-là, puisqu'il est à mettre à jour. Il est complètement imparfait, mais c'est cette approche-là qui est complexe à appréhender pour les équipes avec lesquelles on travaille, c'est de leur faire comprendre qu'on est vraiment sur une collaboration et que voilà, si on a besoin de comprendre les métiers des uns et des autres et comprendre la méthodologie pour pouvoir l'appliquer, et que voilà, c'est pas un échange unilatéral. Et ça, c'est une approche qui est un petit peu complexe à mettre en œuvre. C'est une démarche complexe sur la méthodologie de travail au sein des équipes. Aujourd'hui, je suis référent au sein de notre métropole Habitat sur le développement de la démarche BIM, mais on est 8 monteurs d'opération, et les 8 monteurs d'opération n'ont pas forcément la même sensibilité numérique. On a également des équipes de terrain qui aujourd'hui sont très éloignées d'un outil informatique complexe. On est également on est dans une culture du management du changement qui est complexe à appréhender, puisque le BIM, c'est autant les services informatiques par rapport à l'appréhension de l'outil de gestion de patrimoine assisté par ordinateur, que le gestionnaire locatif qui est au quotidien avec le locataire, ou même de la secrétaire de secteur qui, elle, rentre la réclamation au quotidien dans un outil. Donc voilà, c'est au-delà d'être une démarche au sein d'un groupement, pour un office tel que notre métropole Habitat, cette démarche-là nécessite aussi d'initier un certain nombre de changements et de méthodes de travail en notre sein. C'est des outils aussi complexes à appréhender, puisque on a 4, 5, 6, on a 10 000 viewers à disponibilité qui ont chacun des intérêts, des points forts, des points faibles. C'est aussi un choix pour l'Office d'acheter une licence de viewer. C'est également la compréhension d'un nouveau métier, puisque pour un monteur d'opération, il faut aussi appréhender une approche informatique, c'est-à-dire comprendre la différence entre un BIMX, un IFC, un natif, comprendre que l'interopérabilité entre des gens qui travaillent sur AutoCAD, des gens qui travaillent sur Archicad, des gens qui travaillent sur Revit, on est au cœur aussi d'une interaction de métiers qui est complexe à appréhender pour nous, qui sommes théoriquement que des maîtres d'ouvrage. Alors si on revient sur la définition non sachant des métiers du bâtiment, et voilà, aujourd'hui on se retrouve à avoir une autre approche du métier, encore plus informatique et complexe. Voilà, aujourd'hui vous trouvez peu d'offices qui travaillaient sur des outils de conception 3D par le passé. Des études également, des délais d'études organisés différemment, puisque on retrouve l'information complètement différente. On a plus de définitions plus en amont, donc des phases APS ou des phases APD, ou des phases APD se transforment rapidement en des pros, etc., etc. Donc c'est une appréhension également de l'organisation de projet qui est différente. C'est une démarche qui est à la portée de tous. En phase d'étude, il s'avère que quand on sollicite des références, beaucoup nous présentent des références en maquette numérique, mais faire du BIM, ce n'est pas faire que de la maquette numérique, c'est une approche globale qui est clairement différente, et tout le monde n'est pas en capacité de pouvoir piloter. Et je ne sais pas aujourd'hui si c'est le métier aussi d'un architecte de piloter ce type d'échange, de prendre le rôle d'un BIM manager. Aujourd'hui, un architecte, on lui demande de concevoir
du logement, c'est un concepteur d'espace, et est-ce que aussi c'est un informaticien quand on se retrouve à avoir des problématiques de maquettes IFC qui sont pas forcément avec la même géolocalisation. Donc voilà, c'est en phase d'exécution, j'en ai rapidement parlé, mais aujourd'hui, clairement, est-ce que toutes les entreprises sont en capacité de travailler autour du BIM? J'en suis pas certain. Il y a aussi une notion clairement de coût. Aujourd'hui, si on lance un appel d'offres et qu'on impose le BIM, les entreprises vont faire quoi? Vont aller chercher un BIM manager, vont aller chercher un dessinateur projeteur et vont nous chiffrer une ligne complémentaire ou vont noyer dans la DPGF une mission complémentaire. En phase d'exé, du coup, pour les entreprises également, quel est le rôle de chacun? Voilà, donc aujourd'hui, c'est autant de questions que nous, on a identifiées et de complexité. Alors là, il ne faut pas prendre forcément les chiffres pour argent comptant, mais sur tous les projets qu'on a initiés en 2016, notamment fin 2016, début 2017, on a fait une rapide analyse et en relation avec les entreprises et les maîtres d'œuvre avec lesquels on travaillait. Globalement, on a identifié que c'était un coût pour l'office. C'est-à-dire qu'une petite opération ou une grosse opération avait le coût, la charge fixe entre guillemets du BIM était quasiment approximatif, qu'on fasse 120, 130, 140 logements ou qu'on en demande 30 ou 40. Globalement, l'effort, le temps passé pour les équipes était à peu près identique et globalement, voilà, à 10 000 euros près. Moi, sur un marché à 3 millions et un marché à 13 millions, je ne porte pas financièrement l'effort de la même façon. Certains pourront dire que le BIM, ça ne devrait pas coûter. Sauf qu'aujourd'hui, quand on travaille avec les architectes, c'est du temps de formation, c'est des achats de licences, c'est du temps passé en plus. Voilà, ça sert facturé au maître d'ouvrage. Alors oui, à 10 ans, certainement que tout le monde sera dans cette initiative et dans cette démarche-là, et ça coûtera zéro. Mais nous, en tout cas, on a identifié qu'aujourd'hui, c'était un coût en fonction des interlocuteurs avec lesquels on travaillait, et une difficulté également pour le respect de l'équité de traitement, puisque on a du mal à pouvoir analyser les gens qui savent et les gens qui ne savent moins bien faire en BIM. Convaincu des économies d'échelle par rapport à l'absorption de ces 20-30 000, oui, on en est certain. Aujourd'hui, les quantifier, je saurais vous le dire, mais on est certain que ça va dans le sens du projet, dans le sens de sa qualité, de la qualité du projet. Voilà. Donc, si vous avez des questions, un débat à lancer, j'essaierai d'y répondre avec notre modeste expérience. Effectivement, merci beaucoup, parce que c'était très complet. Je pense que vous allez avoir pas mal de questions. Non ? Pas du tout. Moi, je vais juste rebondir sur une des slides que vous avez montré sur la problématique de standardisation, de normalisation. Sur la notion de process, par exemple, est-ce que vous utilisez tout ce qui est convention BIM? Est-ce que c'est des choses auxquelles vous les testez, vous regardez comment ça se passe? Sachant qu'effectivement, il y a une norme qui vient de paraître, alors qui n'est pas encore en français, mais qui est justement sur tout ce qui est management de l'information et des process. Donc ça pourra peut-être rentrer dans ce cadre-là. Et en termes de certification, effectivement, il n'y a pas de certification en termes de profession, de professionnel. Par contre, il y a de la certification de logiciel au niveau tout ce qui est IFC. Voilà. Donc je ne sais pas par rapport à la convention BIM, comment est-ce que vous vous situez sur cette partie-là? Alors nous, contractuellement, on impose un cahier des charges, c'est-à-dire qu'on impose en fait un objectif, on impose des éléments contractuels qu'on souhaite récupérer en termes de définition de maquette, de définition des composants. La convention, alors on va identifier en partie conception-réalisation par exemple. La convention, elle nous est présentée, donnée pour avis, mais en aucun cas, en tant que maître d'ouvrage, on interfère dans cette convention. Cette convention-là, elle est rédigée entre les parties prenantes. Nantes Métropole Habitat, en fait, est une des parties prenantes, mais il est à la charge de l'entreprise titulaire ou du BIM manager d'organiser, entre guillemets, sa convention. Sa convention, nous, par rapport à la modeste intervention qu'on a sur le BIM, on intervient peut-être pour 5 à 10% de l'effort global sur le BIM. Aujourd'hui, toute l'ingénierie, toute la méthodologie que régit la convention par rapport à l'organisation des groupements, on a un avis sur la convention, on veut y retrouver un certain nombre d'éléments de notre cahier des charges, mais on
c'est pas nous qui sommes à la manette de la convention. La convention, elle est gérée par le titulaire ou le BIM manager au sein d'un groupement. Et pareil, entre guillemets, on fait une convention phase étude si on travaille en loi MOB classique au sein du groupement de maîtrise d'œuvre auquel nous on interagit par rapport à ces fameuses données qu'on souhaite, état d'avancement de la maquette BIM qu'on souhaite récupérer. Donc on est au contrôle. Et pareil, sur une phase chantier, il y aura éventuellement une seconde convention ou une convention annexe qui vient s'annexer à la première convention du groupement. Voilà. Mais nous n'avons pas de convention type au sein de l'office. On a un cahier des charges type qui définit les objectifs, au même titre qu'on définit nos objectifs programmatiques de surface, de nature de composants, etc. etc. Aujourd'hui, je me pose la question, c'est que par rapport à notre logiciel de gestion de projet par site et par ordinateur, on a si vous voulez, on décline une arborescence en fait du composant, c'est-à-dire que le composant sol, on définit un certain nombre de codifications propres qu'on souhaite recevoir. Mais aujourd'hui, notre codification est certainement différente en fait d'un autre bailleur ou d'un autre promoteur ou d'un autre maître d'ouvrage. Et je me pose déjà la question, c'est que quand j'échange avec les groupements, c'est une phase qui nécessite beaucoup de temps, de compréhension, d'appréhension. Voilà, un tronc commun permettrait certainement, en tout cas à la démarche BIM, de se structurer et que les méthodologies soient à peu près communes, puisque je pense qu'un bureau d'études ou un architecte qui travaille dans un groupement et dans un autre a certainement une méthodologie de travail distincte. Nous, on a aussi également besoin de visibilité sur les capacités à faire des uns et des autres. Aujourd'hui, quand je lance un dossier de candidature, hormis de demander des références, je ne sais pas quel diplôme demander, je ne sais pas quelle certification formatrice demander. Voilà, aujourd'hui, hormis des références et éventuellement une note d'intention, ne nous permet pas d'appréhender en fait les capacités des uns des autres. Et même quelqu'un qui est un architecte ou un bureau d'études qui sait dessiner très bien sur Revit, qui maîtrise très bien l'outil Revit ou très bien l'outil Archicad, n'est pas forcément un BIM manager. C'est une autre approche. Aujourd'hui, on a des architectes qui savent très bien faire le rôle de BIM manager, d'animation, et on a d'autres dont ils n'ont pas la sensibilité et préfèrent déléguer ça à un tiers qui est uniquement là pour vérifier l'organisation de la GED, la transmission des informations, pareil à des problématiques informatiques, travailler sur donner des outils que les groupements n'ont pas forcément en connaissance pour répondre à notre cahier des charges et éviter de refaire 30 fois la même manipulation pour que la surface soit bien décrite. Voilà, il y a un certain nombre d'outils via Revit, via d'autres méthodologies. Donc c'est un peu là où on avance un peu en fonction des compétences des uns et des autres. C'est qu'un architecte peut tenir le projet à bout de bras quand un autre va être complètement dépassé ou dont ce n'est pas du tout la sensibilité et dont voilà. Laurent Gilabal, CHU de Nantes, encore. Je voulais savoir, est-ce que vous avez mis en place une plateforme collaborative pour quand vous êtes maître d'ouvrage et maître d'œuvre? Est-ce que c'est souvent le cas? Sur vos maquettes numériques, vous pouvez échanger avec vos entreprises en accord cadre, comme c'est le cas chez nous, ou est-ce que vous gardez des plateformes? Est-ce que vous avez un BIM manager extérieur qui gère une plateforme numérique pour vos prochains projets? Et est-ce que les maquettes que vous déposez que vous utilisez avec Tekla, par exemple, sont aussi sur une plateforme particulière, ou est-ce que vous gardez cette ouverture à chaque projet? Alors, étant donné qu'en fait, on démarche et nous, on a appris le BIM avec les entreprises avec lesquelles on a travaillé,
on n'a pas imposé, on n'a pas monté de cloud, on n'a pas monté de GED. Aujourd'hui, nos services informatiques seraient à même de pouvoir l'initier. Mais aujourd'hui, on travaille avec JetForce, avec certains, des gens comme Vinci, on travaille avec Croquis, avec d'autres personnes. Aujourd'hui, voilà, on n'est pas figé en fait à un hébergement des maquettes. Aujourd'hui, on travaille surtout avec les groupements en fonction de comment eux travaillent, comment eux appréhendent la démarche BIM, et d'un groupement à l'autre, les méthodologies sont différentes. Par exemple, la démarche initiée par le CSTB via Croquis nous intéresse fortement, puisqu'on est quand même sur une initiative nationale avec un viewer FBIM qui semblerait être en lien avec Croquis. Mais voilà, aujourd'hui, nous, on reste un peu sur notre faim, puisque voilà, FBIM a quelques difficultés. Croquis, on a également du mal à appréhender l'outil complètement. Voilà, le CSTB a beaucoup à faire, et l'accompagnement des maîtres d'ouvrage est certainement très complexe. Et nous, on a besoin aussi d'être accompagnés. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est souvent les BIM managers qui sont les plus à même à nous accompagner par rapport à ça. Ne serait-ce que la compréhension de l'IFC, voilà, complètement de... Donc aujourd'hui, on est plutôt... nous, quand on récupère nos DOE, on a nos propres jets qui permettent d'héberger les maquettes en interne de l'office. Mais aujourd'hui, on travaille en fonction, on va dire, des groupements, en fonction de ce qu'ils peuvent nous proposer. On leur propose de mettre à disposition notre jet, de leur ouvrir également. Mais voilà, aujourd'hui, on n'est pas figé à une méthodologie. Par rapport à ça, par rapport à la maîtrise d'œuvre aujourd'hui, donc on a une maîtrise d'œuvre interne sur la maintenance, l'exploitation, qui aujourd'hui n'est pas investie sur la partie BIM. On va commencer, en fait, je ne l'ai pas évoqué, mais aujourd'hui, globalement, on est quasiment à 2 monteurs d'opération à peu près, avoir le même niveau d'information par rapport au BIM. Aujourd'hui, on va s'engager dans un nouvel audit en fait, critique de notre méthodologie BIM, de notre cahier des charges BIM, parce qu'aujourd'hui, je suis persuadé que ce cahier des charges-là, il est à reprendre dans son intégralité. Aujourd'hui, il satisfait les objectifs, mais dans sa pédagogie, dans son approche, il lui manque beaucoup de choses. Donc, on va engager un audit et également une période de formation et de sensibilisation des compagnons, des collaborateurs. Aujourd'hui, on ne pouvait pas, en tant que... je me fais la voix de mon directeur, mais on est deux monteurs, et notamment moi, principalement, qui travaillons au développement de la démarche BIM. On ne pouvait pas demander aux 8 opérateurs de travailler le BIM dans leur coin, ça serait chronophage pour tout le monde. Donc aujourd'hui, maintenant qu'on a une meilleure visibilité, qu'on commence à récupérer nos premiers DOE numériques initiés par notre cahier des charges, aujourd'hui on va sensibiliser nos équipes construction-réhabilitation à la démarche projet BIM, à ce qu'est un IFC, ce qu'est un viewer, ce qu'on peut en attendre, ce que j'ai un peu présenté ici. On va rentrer dans le détail. On va également présenter ça à nos gestionnaires de sites, à nos agents de patrimoine, en fait, qui vont avoir également à utiliser certainement l'outil via les DOE. Et on va initier également la maintenance. Aujourd'hui, voilà, on a plutôt focalisé sur la conceptualisation, qui est le plus simple, parce que c'est clairement la voie de la facilité pour nous, c'est un interlocuteur, entreprise, maîtrise d'œuvre. Et aujourd'hui, avec l'analyse qu'on a faite un petit peu de la démarche, on va commencer à rayonner en interne, à aller plus loin, à aller jusqu'à la proximité, à voir comment on peut travailler nos états des lieux et nos états des lieux également sortants, et la maintenance via la démarche BIM. Mais ça aurait été un peu prématuré pour nous de mettre tout le monde autour de la table à un moment, parce que les attentes des uns et des autres sont différentes avec un même outil. Et voilà, aujourd'hui, globalement, la démarche BIM est portée par un monteur d'opération et un référent au sein de la direction numérique et logistique, dont on va avoir la charge aujourd'hui de rayonner en interne et après d'avancer progressivement. Mais aujourd'hui, je pense que c'était plus que nécessaire pour nous de comprendre déjà ce qu'était le BIM et de le comprendre avec les acteurs. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, notre cahier des charges, voilà, il est complètement à reprendre, parce qu'on y a appris,
on était comment dire, très directif sur certains points qui aujourd'hui n'en nécessitent pas. On crée de la frustration, on crée de l'inquiétude. On pouvait aussi créer une forme de dumping de nos coûts parce qu'on demandait beaucoup. Et potentiellement, si je suis une entreprise que je prends le temps de lire notre cahier des charges, ce que je demande, c'est peut-être en plus de ce que je fais au quotidien. Et au final, je n'avais pas forcément besoin de tout ce que j'avais décrit dans mon cahier des charges. Donc aujourd'hui, voilà, avec un peu plus d'expertise, on va pouvoir recentrer notre cahier des charges vers vraiment le besoin opérationnel et du coup rayonner en interne et le développer sur d'autres métiers.